Les exploitants de carrière et les transporteurs de sable de construction ne travaillent pas depuis plusieurs jours. Cet arrêt de travail est illimité. Les raisons, l'augmentation du prix du sable et le nouveau système de rotation de vente adopté par les exploitants de carrière. Philippe Carter III, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, après 3 ans de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, rentre définitivement dans son pays. Hier, au ministère des Affaires étrangères, un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement ivoirien. Et puis, il y a des tensions actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Des combats entre l'armée gouvernementale de la RDC et les rebelles du M23 ont fait des morts civiles. Kinshasa et Kigali se renvoient la responsabilité. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons d'Abidjan. Les exploitants de carrière et les transporteurs de sable de construction ne travaillent pas depuis plusieurs jours déjà et cet arrêt de travail est illimité. Les raisons, l'augmentation du prix du sable. Par exemple, le chargement du 12 mètres cubes serait passé de 25 000 francs CFA à 45 000 francs CFA et celui du 8 mètres cubes de 15 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. Et à cela, il faut ajouter le nouveau système de rotation de vente adopté par les exploitants de carrière. C'est un arrêt de travail qui pourrait affecter les particuliers, les promoteurs immobiliers, voire le secteur du bâtiment. Le syndicat national des chauffeurs de bennes de Côte d'Ivoire, SINAC-BC, conteste l'ouverture à tour de rôle des carrières. Et plus encore, l'augmentation du prix du sable par les exploitants de carrière. Le prix du sable pour les 12 mètres cubes serait passé de 25 000 francs CFA à 45 000 francs CFA. Et le 8 mètres cubes de 15 000 francs CFA à 30 000 francs CFA, a expliqué le président de l'Association pour la protection des consommateurs, APROCASI, venu soutenir les chauffeurs de bennes lors d'une conférence de presse. Les chauffeurs de bennes, quand c'était 25 000 francs, quand c'était 15 000 francs, ils donnaient le chargement à 65-70 000 francs aux consommateurs que nous sommes. Mais avec l'homologation de leurs tarifs aujourd'hui, la benne nous revient à 120 000 francs, 12 mètres cubes. Cela est inadmissible. Ces exploitants, la majorité, nous n'avons pas vu une seule facture normalisée avec eux. Le syndicat national des exploitants de sable et de gravier roulé de Côte d'Ivoire, SINECASI, refute les arguments avancés par les chauffeurs de bennes. Il n'y a pas eu d'augmentation de prix du sable. Nous sommes juste en train de nous organiser pour faire appliquer le prix conventionnel qui est appliqué depuis 2010. Voilà. En ce qui concerne les factures normalisées, nous sommes en pourparlers avec l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on essaie de nous donner un statut assez spécial parce que le sable, c'est un produit de grande consommation. Donc nous sommes en discussion aujourd'hui pour qu'on essaie de nous définir réellement nos statuts et voir si nous devons payer la TVA. Selon le porte-parole du syndicat, des faveurs auraient été accordées par certains exploitants de carrière, profitant d'un dysfonctionnement du syndicat. Des faveurs qui au final n'auraient eu aucune incidence sur le prix final au consommateur. Interpellé par le ministère de la Salubrité urbaine d'alors, le syndicat indique que la vente à tour de rôle dans les carrières est une volonté de mettre fin au transport des sables mouillés. En effet, les fuites des sables mouillés pendant le transport affectent la salubrité et la circulation. Le secteur d'exploitation des sables compte près de 26 carrières réparties majoritairement à Abidjan et banlieue. On dénombre près de 300 transporteurs de bennes actifs dans ce secteur. Ce sont des intermédiaires qui reversent quotidiennement une recette aux propriétaires des véhicules qu'ils exploitent pour un chiffre d'affaires journalier qui peut atteindre 400 000 francs CFA. Un reportage de Christelle Ménan et Kouassi Mamadou. L'arrêt de travail dans le secteur des transports, plus précisément au niveau des taxis-compteurs, se poursuit ce mardi. Les raisons de cet arrêt de travail, les taxis-compteurs ne veulent plus de la concurrence illégale que leur mènent les taxis intercommunaux que l'on appelle communément Woro-Woro. Ils se plaignent également de certains syndicats illégaux qui sévissent dans leur secteur d'activité. Autre information, depuis lundi, les dossiers de réorientation en seconde et en 6e sont reçus par les services du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont nombreux, les parents qui ne sont pas satisfaits de la première orientation publiée il y a 2 semaines. Et cette phase de réception des dossiers prend fin le vendredi prochain. Kadissou Maoro, Francis Boifo. Longue file d'attente des parents d'élèves devant l'administration du lycée classique d'Abidjan.
Ces parents d'élèves se plaignent de la procédure d'orientation des élèves en seconde et 6e. On a demandé le lycée Mamie Fetteh, qui est son établissement d'origine. Mais malheureusement, le lycée classique que nous n'avons pas demandé, même si c'est un lycée d'excellence que nous n'avons pas demandé, elle a été affectée ici malheureusement. Elle a été orientée à Koussou, de Yamoussoukro. Les parents sont à Abidjan et il y a ma soeur qui est éducatrice au lycée moderne d'Angré. Elle aimerait que cet enfant vienne auprès d'elle pour que l'éducation soit fiable. Pour cet enseignant, les parents et tuteurs des apprenants gagneraient à jouer pleinement leur rôle d'éducateur. Du moins, à prendre leurs responsabilités en aidant les élèves à faire des choix. Il y a des parents, une fois l'enfant inscrit, ils ne viennent plus à l'école. Alors qu'à l'école, il y a des inspecteurs d'orientation. Ceux-là sont habilités à renseigner les parents, à renseigner les enfants. Les parents ne viennent pas. Et puis très souvent, les enfants aussi, ils ne veulent plus être à côté de leurs parents. Parce que là, l'argent de poche n'est pas assez. Alors ils veulent aller loin. Alors l'enfant se retrouve, il est à Bobo, et puis il dit je vais aller à Benjerville. Il remplit la fiche d'orientation. Normalement, cette fiche devait être signée par les parents. Il ne la fait pas signer par un parent. Il voit un individu quelconque dans la rue, il faut signer. C'est pas grave. Et les parents ne sont pas au courant. Pour que la rentrée scolaire se déroule normalement le 16 septembre prochain, des services de réorientation sont ouverts dans les établissements. On a demandé le collège moderne de Cocody depuis le début. Et on l'a envoyé jusqu'à Touba. On demande qu'elle soit réaffectée sur Abidjan. Comme cette dame, ils sont nombreux les parents d'élèves qui gardent espoir. Espoir de trouver un établissement à leur convenance. Mais l'on se demande si le choix des parents est le seul critère d'orientation d'un élève en seconde ou en 6e. Et restons toujours dans le domaine de l'éducation, mais cette fois avec Patricia Oumou-Etia qui nous dit que le ministère de l'Éducation nationale exige que pour la rentrée 2013-2014, que les volumes horaires des professeurs des lycées et collèges fixés respectivement à 18h et 21h de cours soient rigoureusement respectés, cela pour une meilleure formation des élèves. Professeurs de lycée, 18 heures de cours. Professeurs de collège, 21 heures de cours. Le non-respect de l'application de ces instructions engagera la responsabilité du supérieur hiérarchique. À tous nos gestionnaires, DREN, DEDEN, chefs d'établissement, IEP, il est impératif de rappeler que chaque enseignant doit être lié à une classe. Au niveau du secondaire, obligation vous est faite de procéder à une bonne répartition des volumes horaires, des missions de supervision et de contrôle. Sillonneront les établissements scolaires pour vérifier l'application effective de ces mesures. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'attelle à réduire les disparités en personnel enseignant et d'encadrement sur l'ensemble du territoire national. 140 instituteurs étaient là, assis chez eux. Pendant ce temps, des élèves n'avaient pas d'instituteurs devant eux. Il y avait au moins 70 pour l'IEP1 et puis les 80 autres, pratiquement 70 autres pour l'IEP2 de Gagnois. On ne peut pas payer des gens à ne rien faire. Si jamais nous constatons cela dans une région donnée, dans un établissement donné, en tout cas, nous prendrons les sanctions qui conviennent. Quelques dates importantes du programme scolaire. Les inscriptions au préscolaire sont prévues du 2 au 7 septembre 2013. La diffusion du calendrier général 2013-2014 et la réunion solennelle de la rentrée est fixée au 12 septembre 2013. Et le 16 septembre, le lancement synchronisé de la distribution des kits et manuels scolaires. La rentrée scolaire 2013-2014 est fixée au 16 septembre prochain. Dans l'actualité ivoirienne également, les élus municipaux acquièrent de nouvelles connaissances sur les procédures administratives, financières et techniques pour la gestion de leur commune. Cette formation est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire qui veut leur donner les outils nécessaires pour mieux répondre aux besoins des populations. Kwasi Mamadou. Nombreuses sont les attentes des populations vis-à-vis de leurs élus municipaux, nouveaux pour la plupart. Ces attentes sont de plusieurs ordres, allant de la santé à l'éducation, en passant par l'insertion des jeunes. Pour satisfaire ces besoins, il faudrait que ces élus municipaux disposent de rudiments nécessaires. Et l'État les accompagne en leur donnant des outils pour mieux gérer leur commune. Le président de la République a
dans son programme de gouvernement, inscrit la décentralisation au nombre des priorités dont la mise en œuvre effective devrait promouvoir efficacement le développement local et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie de nos braves populations. Au cours de cette rencontre, les maires et leurs adjoints vont se familiariser aux procédures techniques et financières, notamment les règles d'élaboration du budget communal, la planification triennale et la passation du marché public. À cela s'ajoutent des procédures administratives. Il y a lieu de ne pas confondre le personnel des collectivités territoriales à celui d'une entreprise privée, justement. Le maire qui arrive, si le cadre organique le permet, il peut procéder à des recrutements. Le recrutement également, comme le licenciement, obéit à des procédures, obéit à des tests qui existent bel et bien. Une initiative saluée par les maires. Si nous serons plus outillés à prendre nos communes en main, à gérer vraiment nos localités, dans le respect strict vraiment des lois qui régissent notre pays. Échanger, faire apparaître surtout tout ce qui apparaîtra comme des éléments de blocage pour le fonctionnement normal de cette institution. Il y a des nouveaux tests qui sont sortis dont nous n'avons pas connaissance. Nous allons donc actualiser ces connaissances-là. Et puis vous savez qu'au plan financier, le recouvrement est un problème d'actualité pour toutes les municipalités. Et je pense que nous userons de techniques qu'on va nous apprendre pour améliorer nos recettes. La présente rencontre est l'initiative de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, appuyée par l'USAID, une structure américaine. Cette formation qui réunit 253 participants intervient après celle de février 2013, portant sur la passation des charges du maire. Aller chercher de l'eau dans les puits et rivières du village de Bérémy, le département de Séguéla, est désormais un vieux souvenir. Ce villageur Bérémy a son château d'eau grâce à un fils du village. Plus de détails avec Delphine Blard. Bérémy est un village situé à 23 km de Séguéla. Ce village connaissait des pénuries récurrentes d'eau. Une situation qui causait de nombreux désagréments aux populations, mais en particulier aux femmes du village. Elles parcouraient au quotidien des kilomètres pour recueillir de l'eau dans les ménages. On a besoin encore de puiser l'eau, on refusait de venir au village. Nous sommes très fatigués de puiser de l'eau dans ce puits-là. Nous sommes très fatigués, nous sommes épuisés. Depuis la génération de nos mères, nous ne faisons que puiser de l'eau dans ces puits-là. L'eau est très sale. Manque d'eau, un vieux souvenir. C'est la fin du calvaire. Bérény dispose désormais d'un château d'eau grâce aux efforts d'un fils de la région. S'il s'agit du développement de Ourodougou, nous irons chercher les moyens partout. Oui, nous irons chercher les moyens partout parce qu'on ne peut pas se limiter seulement au niveau du Ourodougou. Et c'est le signe, la preuve de l'entente, de notre volonté à aller au développement. Tour à tour, les intervenants ont salué l'action du bienfaiteur. Ils ont par ailleurs invité les autres fils et cadres de la région à suivre son exemple pour le développement de Bérény. L'inauguration de ce château d'eau amélioré a donné lieu à une fête populaire. Château d'eau qui va assurer le fonctionnement des 6 pompes du village. Le réseau mondial des jeunes pour l'innovation est désormais installé à Bouaké. Global Youth Innovation, c'est le nom en anglais. Ce réseau entend contribuer à lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Mississoko, Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. Face à l'ampleur des problèmes dont la jeunesse actuelle est confrontée et conscient que l'État à lui seul ne peut répondre à toutes les exigences, les jeunes de Côte d'Ivoire ont décidé de se rallier à la cause de la jeune. Global Youth Innovation Network, réseau mondial de jeunes pour l'innovation, en investissant son bureau national à Bouaké. La jeune est un réseau mondial qui offre des opportunités de travail, d'échange, d'expertise à la jeunesse par un programme d'éducation. Cette organisation internationale, créée en 2011 aux États-Unis, revendique plus de 5000 membres dans plus de 60 pays. Elle vise la réduction du chômage des jeunes. La jeune travaille notamment à la création d'opportunités de partenariat
et d'échange de connaissances pratiques sur les modèles réussis de par le monde dans l'innovation, l'agrobusiness, l'entrepreneuriat et le leadership. Ils ont des projets, des objectifs, une vision vraiment qui me va parfaitement et surtout le partenariat qu'ils ont qui me permettra demain, si je finis mon cycle, à me trouver une place vraiment très noble dans la société. Ce nouvel engagement doit contribuer à un avenir radieux des jeunes. Les jeunes qui se mettent ensemble et qui réfléchissent à leur avenir, c'est déjà un point qui est prometteur. Et donc nous voulons donc les accompagner dans cette entreprise-là. C'est bien l'innovation de nos camarades, mais nous aimerions qu'il soit beaucoup concret. Tout jeune âgé de 18 à 35 ans peut s'inscrire à la Jeune, une voie de la réussite à explorer. Et nous allons rester à Boaké pour parler des hirondelles. Les hirondelles, anciens résidents au service du développement de la commune de Boaké, sont de retour dans la capitale de la paix ivoirienne. Boaké donc, un retour déjà marqué par plusieurs activités. Voyons les détails de ces activités avec Djeneba Ouattara et Kwadjo Kwame. Et revoilà les hirondelles. Après 2012, les amis de la ville de Boaké signalent leur retour par la deuxième édition de leurs activités dénommées le retour des hirondelles avec au menu le lancement du concours interquartier de Boaké. Les participants devront compétir sur différents thèmes dont la sensibilisation à l'hygiène et la préservation de l'environnement et l'engagement pour la cohésion sociale dans le cadre de vie. À travers ces activités, les organisateurs comptent aider et occuper les jeunes pour leur épanouissement. Nous pensons que Boaké est une terre d'excellence. Quand nous voyons aujourd'hui le paysage national et nous voyons les gens qui ont commencé leur vie à Boaké, qui ont fait leurs études à Boaké, nous pensons qu'il y a largement de quoi venir aider la ville de Boaké. Les intervenants au cours de cette cérémonie ont félicité et marqué leur soutien aux initiateurs pour leurs actions. Ils ont également exhorté à la paix et à la cohésion sociale pour redonner à Boaké son lustre d'antan. Ceux qui avaient peur de venir à Boaké, aujourd'hui en revenant à Boaké, ça prouve que Boaké est redevenu normal. Nous sommes rentrés dans la normalité, l'État est de retour et que tout marche bien. On peut mener n'importe quelle activité, faire tout ce qu'il y a comme au sud de la Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi d'un tournoi de Barakana a mis un terme à la cérémonie. Créé en 2011, les amis de la ville de Boaké est un groupe de personnes de tous les âges et de divers horizons, unis par des liens affectifs aux habitants et à la ville de Boaké, ville où ils ont séjourné à un moment de leur vie. Joli coup de filet pour la gendarmerie de Soubré. Les gendarmes de cette localité ont mis fin aux activités d'un réseau de filous, des voleurs de motos et des coupeurs de route. Kwasi Mamadou. Depuis quelques semaines, le vol d'engins à 2 roues a pris une proportion inquiétante à Soubré et dans toute la région de la Nawa. Pour mettre fin à ce phénomène, les autorités militaires mènent une opération de sécurisation afin de traquer les voleurs de motos et les coupeurs de route. 2 semaines après le lancement, l'opération porte déjà ses fruits. Un réseau de voleurs d'engins à 2 roues est démantelé, ainsi que l'arrestation de coupeurs de route. Le réseau de voleurs de motos est dirigé par Diabaté Koma, âgé de 36 ans. Kouké Pierre, quant à lui, est coupeur de route. Selon la gendarmerie, il a été appréhendé lors du partage du butin, pendant que ses 2 amis prenaient la fuite. L'adjudant-chef Konanda Bernard, commandant de la brigade de gendarmerie de Soubré, invite la population à la collaboration en dénonçant toute présence suspecte dans les villages et sur les pistes. Autre aspect de l'actualité, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR démarre la phase qualitative de ses consultations nationales après 2 reports consécutifs. Cette activité est la 2e grande activité inscrite au tableau du plan d'action de la CDVR. Hugues Hervé Blé. Depuis quelques semaines, le vol d'engins à 2 roues a pris une proportion. Autre aspect de l'actualité, nous vous le disions, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR démarre la phase qualitative de ses consultations nationales après 2 reports consécutifs. Cette activité est la 2e grande activité inscrite au tableau du plan d'action de la CDVR. La
La phase qualitative des consultations nationales va durer environ 4 semaines. Franck Okwasisran, le porte-parole de la commission Dialogue Vérité Réconciliation, rappelle son enjeu majeur est la prise en compte de leur avis dans la conduite du processus de réconciliation nationale. L'opération est effective depuis le mercredi 21 août 2013. Elle se décline en 4 types distincts de rencontres verbales qui sont individuelles et groupales, à savoir les entretiens individuels, c'est une forme d'interview. Les ateliers thématiques sont des ateliers organisés sous forme de journées de réflexion qui réunissent 8 à 10 participants. En troisième lieu, les focus group, ce sont des discussions de groupes de 6 à 12 participants issus d'entités homogènes. Et enfin, en quatrième lieu, les rencontres communautaires de 30 à 45 personnes issues de groupes homogènes. Les entretiens individuels et les ateliers thématiques sont exécutés par le président de la CDVR et ses commissaires, tandis que les 2 autres, à savoir les focus group et les rencontres communautaires, sont confiés aux bons soins des commissions locales et des plateformes de la société civile. Déjà en action, les 13 commissions locales et plateformes de la société civile couvrent les districts d'Abidjan, Abengourou, Alzopé, Bouaké, Korogo, Divo, Diokwe et Guiglo. D'autres entreront en action dès la semaine prochaine, annonce la commission Dialogue Vérité Réconciliation. Nous vous le disions dans nos titres, Philippe Carter III, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, après 3 ans de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, rentre définitivement dans son pays, les États-Unis d'Amérique. Hier, au ministère des Affaires étrangères, un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement ivoirien. Gabriel Zané. Philippe Carter III quitte la Côte d'Ivoire après une mission bien remplie. La signature par le président Barack Obama d'un décret permettant à la Côte d'Ivoire d'être à nouveau éligible à l'AGOA, African Growth Opportunity, la mise en place d'un programme d'urgence américain de lutte contre le VIH-Sida sont entre autres les actions à mettre au compte de ces 3 années de mission en terre ivoirienne. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au nom du Premier ministre, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, ainsi qu'à mon nom propre, je tiens effectivement à vous exprimer nos sincères remerciements. Permettez-moi d'exprimer le plaisir que j'ai personnellement éprouvé à travailler avec vous. La cérémonie d'hommage organisée ce lundi au ministère des Affaires étrangères est le reflet de l'amitié sincère que l'ambassadeur Carter III a su cultiver durant son séjour. Les États-Unis, c'est avec vous. Nous allons continuer de soutenir la Côte d'Ivoire. Comme la vidéo a dit, et c'est difficile d'ajouter les choses là, je voudrais dire que leur explication c'est excellente. Mais je voudrais dire que cette relation bilatérale, c'est plus que ça. Comme j'ai dit avec le Premier ministre, c'est un partenariat maintenant. Un film institutionnel retraçant les faits marquants de sa diplomatie, une décoration qui fait de lui commandeur de l'ordre du mérite ivoirien. Le pays ne remerciera jamais assez le diplomate. La Côte d'Ivoire peut être fière de l'ambassadeur des États-Unis. Les États-Unis sont un ami de notre pays. Et si un ambassadeur part, il est clair que celui qui viendra sera le bienvenu. C'est pourquoi nous préférons souhaiter bonne chance à l'ambassadeur Carter dans sa nouvelle fonction au niveau des États-Unis. Philippe Carter III s'en va. Avec lui, le souvenir d'un pays chaleureux, résolument engagé sur la voie du développement. Hors de la Côte d'Ivoire, la communauté internationale avec à sa tête les États-Unis d'Amérique se dit convaincue que le régime de Bachar al-Assad est responsable d'une attaque présumée aux armes chimiques menée dans la région de Damas. Les enquêteurs internationaux sont justement à Damas pour le démontrer. Les options militaires pour faire face à la menace du régime syrien se précisent de plus en plus, mais pour le régime syrien et les Russes, ce serait une catastrophe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté lundi matin leur hôtel à Damas
pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la Ghouta orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les ont contraints à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive par les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi, il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad, il faut une réaction, nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Oui. Proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Sur les ondes de la BBC, le chef de la diplomatie britannique a même précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales. Est-il possible de répondre aux armes chimiques sans une totale unité du Conseil de sécurité de l'ONU? Je répondrai que oui. Sinon, il serait impossible de répondre à de telles atrocités, à de tels crimes. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective, le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensé les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec. Il y a des tensions actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats acharnés entre l'armée gouvernementale de la RDC et les rebelles du M23 ont causé des pertes civiles. Kinshasa et Kigali se renvoient la responsabilité de cette tension. La paisible campagne rwandaise a perdu de sa quiétude. Vendredi, en début d'après-midi, le district de Rubavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a été la cible de tirs de roquettes. Vers 13 h, j'étais en train de nourrir les vaches lorsque soudain, une bombe en provenance du Congo est tombée juste à côté de moi. Pas de blessés parmi les habitants, ni du côté du troupeau. Mais l'inquiétude s'accroît alors que le conflit a repris entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Pour Kigali, la cause est entendue, la RDC est responsable des tirs. Nous demandons à la RDC d'arrêter ces actes insensés de provocation et de se consacrer à l'initiative de paix qui réunit les pays de la région et la section paix et sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, l'ennemi est là aussi tout désigné. Le Rwanda et son président Paul Kagame sont accusés d'instrumentaliser la rébellion du M23. Toute la presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait 3 morts et une dizaine de blessés. 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma. Une chose semble certaine, selon les premières indications fournies par nos experts. Le plus grand nombre de tirs à la roquette provenait du territoire de la République du Rwanda. Les civils ayant été ciblés par cette attaque, le gouvernement congolais dénonce un crime de guerre et interpelle les Nations Unies. Mais dès ce week-end, la population de Goma, excédée, s'en est prise au casque bleu, chargé de les protéger contre le M23. 2 manifestants ont été tués lors de ces affrontements. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de sport de l'Afro-Basket qui se poursuit ici à Abidjan. Hier, pour les 8e de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les étalons du Burkina Faso par 100 à 60. Les basketteurs ivoiriens sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Ils vont jouer contre les Camerounais. Après un début de rencontre presque chaotique face à des Burkinabés volontaires, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont remis dans le jeu pour remporter le premier quart-temps 19-15. Plus concentrés et plus appliqués, ils vont creuser l'écart au deuxième quart-temps, 45-28. Les Ivoiriens continuent sur leur lancée au 3e et 4e quart-temps face à des étalons démotivés. Konaté Stéphane, Eddy Guy et Solo Diabaté se libèrent et engrangent des points. Score final 100 à 60. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale et aura pour adversaire le Cameroun. Dans un duel maghrébin âprement disputé, le Maroc a pu prendre le dessus face à l'Algérie et s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Afro-Basket 2013.
Avant d'en arriver là, Marocains et Algériens se sont livrés à de beaux duels sous la raquette, se maintenant au coude à coude et se neutralisant plusieurs fois. 10-10, 44-44, 55-55 et 61-61. Les deux premiers cartons sont remportés par le Maroc, 14-12 et 31-26. Et le troisième par l'Algérie, 50-49. Au coup de sifflet final, les deux équipes sont à égalité, 72-72. On a donc recours à la prolongation pour les départager. Et après avoir compté 7 points de retard à moins de 2 minutes de la fin, le Maroc s'est arraché pour obtenir l'égalisation et sceller le sort de la rencontre 86-81. Grâce notamment à Moustapha Kalfi, 24 points, 6 rebonds et 100% des réussites au lancer franc. Le Maroc devient ainsi le premier pays qualifié pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Les Lions de l'Atlas affronteront le vainqueur d'Angola-Mali pour une place en quart. Le Cameroun, pour sa part, a pris tranquillement son billet pour ses quarts de finale en dominant le Mozambique 75-42. Plus adroit au tir et à la passe, dominateur au rebond, les Lions indomptables ont également asphyxié les Mozambicains en défense. Et puis pour la journée d'aujourd'hui, nous avons Égypte, Tunisie, Cap-Vert, Congo, Sénégal, Rwanda, Nigeria, Centrafrique. Et c'est avec cette information sportive que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.